être économe, ça pousse à l'efficience. Et ça pousse d'ailleurs à fermer les chemins dont on parlait tout à l'heure. De dire, bah, justement, j'ai pas beaucoup d'argent, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce chemin, mais il va falloir vite, vite, vite que je vérifie si c'est le bon chemin. Parce que comme je n'ai pas beaucoup d'argent, je vais pas y rester pendant des heures. Là, vous avez des moyens. Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Salut les amis, on est de retour sur le Crayon Business. Je suis aujourd'hui avec Gabriel Viellard. Bonjour Gabriel. Bonjour Valorant. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, c'est un plaisir de parler avec vous. Vous êtes le CEO, le PDG et associé chez Pléiade, et vous êtes aussi le fondateur des Entrepreneurs Réunis, qui, comme on pourrait dire, un fonds d'investissement. Oui, alors je ne suis pas CEO de Pléiade, parce que c'est plutôt un collectif d'entrepreneurs, et donc certains ont des responsabilités diverses et variées. Pléiade, c'est la structure d'investissement qui réunit plusieurs dizaines d'entrepreneurs avec une équipe de professionnels de l'investissement. Et puis les Entrepreneurs Réunis, c'est une structure d'accompagnement qui est à côté de Pléiade et qui permet d'aider des entrepreneurs, soit très en amont, soit plus en aval dans leur histoire entrepreneuriale. Je comprends très bien. Vous avez été le fondateur de Mappy, qui a été probablement votre premier très gros projet à la base. C'était dans les années, au début des années 2000. Comment vous avez eu cette intuition, alors même que c'était une époque où Internet était encore à ses débuts comparé à aujourd'hui? Oui, alors je vais même vous effrayer, parce que c'est pas au début des années 2000, c'est presque au début des années 90. Hein. Donc en fait, on a créé une société qui s'appelle SNV en 94. Et on a développé, donc je vais vous la faire courte, on a développé justement en pivotant pas mal l'activité jusqu'à réunir les activités avec la cartographie et ce qui s'est appelé Mappy et qu'on a vendu. Donc en fait, la fin de mon histoire, en tout cas de cette première partie entrepreneuriale, elle est en septembre 2000. Je ne sais pas si on peut appeler ça une intuition, c'est plutôt de constater qu'il y a un certain nombre de nouvelles technologies, de nouveaux outils, de nouveaux médias, et se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Pas de façon très très réfléchie au départ. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'en utilisant ça, on pense à des usages, et bien entendu, on va pivoter énormément, on va modifier énormément les idées qu'on avait et surtout les modèles d'affaires pour arriver à quelque chose de soutenable et surtout d'économiquement viable. Donc c'est plutôt, au départ, on se dit, tiens, on va utiliser des nouveaux moyens, des nouveaux outils pour essayer de trouver de nouveaux usages et qui vont trouver difficilement leur modèle économique, mais dans notre cas, ils l'ont trouvé. Alors dans ce cas-là, parce que la question du modèle économique est souvent mise sur la table dans tout ce qui va être nouvelles technologies ou nouvelles innovations, au-delà du modèle économique, comment on innove en fait, fondamentalement? Parce qu'on dit souvent, et aujourd'hui avec notamment les GAFAM et les très grosses entreprises, que ce sont elles qui vont réussir à innover. Comment aujourd'hui on pourrait innover et quels sont les leviers d'innovation qu'on peut avoir, même à un petit niveau? Oui, alors vous avez raison. À l'époque à laquelle nous avons parlé à l'instant, tout était possible parce que c'était un peu la ruée vers l'or. Voilà, on était les premiers sur le terrain avec les autres, un peu à armes égales. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Il y a une phrase d'ailleurs qui résume plutôt bien la situation, c'est que le winner takes all. Effectivement, aujourd'hui, vous avez des acteurs qui sont tellement importants, hégémoniques, que ça ne sert pas à grand-chose de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, ça pose d'ailleurs des questions même aujourd'hui politiques. Hein. On le voit bien dans la manière dont la Chine s'est positionnée par rapport à ça, la manière dont les États-Unis se positionnent par rapport à ça comme une arme aussi, finalement. Donc tout ça, effectivement, est interpellant. Donc je pense que pour innover, d'abord, vous avez plusieurs notions d'innovation. C'est-à-dire que soit vous innovez sur des technologies lourdes, soit vous innovez sur des usages. Enfin, donc il y a pas mal finalement de points dans votre question. Je pense qu'aujourd'hui, en France, on peut et on continue et on est
des grands innovateurs. Il y a des secteurs sur lesquels il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense par exemple à l'Internet des objets, sur lequel on a des acteurs de grande qualité, sur lequel on a des réseaux aujourd'hui puissants, je parle de communication. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore pas mal de secteurs sur lesquels on peut innover et on innove. Après, il y a effectivement un certain nombre de sujets sur lesquels ça ne sert plus à rien de faire quoi que ce soit, puisque si on voulait développer, par exemple, un acteur dans le plan et l'itinéraire sur Internet, ça serait mort d'avance. Hein. Donc effectivement, il y a des sujets aujourd'hui qu'on peut plus aller rechercher pour la raison des GAFA et autres GAFA et chinois. Je comprends très bien. Et vous parlez de ruer vers l'or dans les années 90 et 2000 autour d'Internet. Aujourd'hui, il y a les crypto-monnaies et tout ce que ça implique, donc la blockchain, les NFT, les non-fungible tokens. Mhm. Et est-ce que c'est comparable? Beaucoup de gens comparent ces deux révolutions, notamment sur les volumes d'activité, et comparent les courbes entre celles d'Internet et celles de la blockchain. Quel est, vous, votre regard qui avait été justement dans cette ruée vers l'or au moment d'Internet? Quel est votre regard aujourd'hui sur la crypto-monnaie, la blockchain et tous ces écosystèmes? Oui, alors je suis pas un spécialiste hein, de tout ça, mais pour moi, et pour répondre directement à vos questions, pour moi, c'est pas tout à fait du même acabit, c'est pas la même révolution. Internet, c'est une révolution profondeur de notre quotidien, d'ailleurs, du quotidien des entreprises, du quotidien des citoyens, des hommes et des femmes. La blockchain, et vous avez raison, vous l'avez rappelé, il y a beaucoup de choses qui sont mises autour de la blockchain. C'est est-ce qu'on réplique des technologies, est-ce qu'on réplique des stratégies d'investissement? Est-ce qu'on investit uniquement dans la monnaie? Est-ce qu'on investit dans les sociétés du domaine de la crypto? Donc en fait, très souvent, les gens parlent de choses, mais en fait, on ne sait pas très bien de quoi ils parlent. Oui, il y a une grosse différence entre les cryptos et la blockchain, qui est la technologie derrière. Oui, exactement. Donc bon, après, si vous voulez, comme je vous disais, je suis pas spécialiste, donc je ne vais pas rentrer surtout pas, me faites pas rentrer dans un grand débat là-dessus, mais je dirais que moi, assez naturellement, je pense que les États n'abandonneront pas leur souveraineté sur la monnaie. Je pense que la monnaie évolue, et on n'a pas attendu la crypto-monnaie pour la voir évoluer. On l'a bien vu dans la dématérialisation. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai plus de monnaie sur moi, ça, ni pièces, ni billets, depuis longtemps. Oui, le cash. Oui, voilà. Donc bon, bah, c'est ce que c'est une révolution. Oui, enfin, c'est une évolution de la monnaie avec les nouvelles technologies. Donc, du coup, je serais moins, comment dire, dithyrambique, ou je parle bon terme, enfin, je dirais pas, c'est une révolution du même ordre que ce qu'a pu être Internet depuis 25 ans. Ouais. Il y a des entrepreneurs qui réussissent et d'autres qui échouent, ou qui en tout cas n'arrivent pas au bout de leur projet. Quelle est, selon vous, la qualité, le critère sur lequel vous jugez les entrepreneurs sur lesquels vous investissez? Quel est le critère que vous avez identifié comme étant le plus représentatif de ce qui fera le succès d'un entrepreneur ou de son entreprise? Ouais. Je crois qu'il y a un point qui est vraiment qu'on retrouve très souvent, c'est la maîtrise du momentum, la maîtrise du moment. Et c'est fou comme savoir saisir le moment aussi bien quand on crée que quand on va sortir est un point fondamental. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, dans mon cas, on est sorti en septembre 2000, 15 jours après, c'était à l'époque France Télécom, 15 jours après, c'était trop tard. Donc ça s'est joué à 15 jours. Bon. Et c'est valable aussi quand on crée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas créer trop tôt, il ne faut bien sûr pas créer trop tard. Donc, si vous voulez, un des points vraiment importants, et qui est très très difficile, hein, et qui souvent, c'est un peu un coup de chance en fait, hein, et c'est très souvent un coup de chance, et d'ailleurs pour certains, il y a un certain nombre d'intuitions, d'ailleurs pour les personnes qui sortent, il y a des grands groupes qui sont sortis du retail il y a 3-4 ans, enfin voilà, il y a quand même des personnes qui anticipent quand même des choses, et qui réussissent à saisir ce moment. Et je pense que ça, c'est très très important, c'est de savoir saisir ce moment. Après, je crois qu'un des éléments quand même communs, c'est cette capacité à prendre des risques. Hein. Donc je crois que ça, c'est un élément important chez les personnes qui décident d'entreprendre, c'est de se jeter à l'eau, quoi. Donc ça, c'est effectivement une des caractéristiques, quoi.
Bien sûr, et puis l'entrepreneuriat, et pour le coup je le dis même à titre personnel, c'est aussi l'aventure dans laquelle je Ouais. suis moi avec Ouais. avec mon équipe. Ah ouais. On voit qu'il y a énormément cette rhétorique autour de l'entrepreneuriat, ça prend sur le terrain. Ouais. Et donc du coup, je vous pose la question, est-ce que c'est le seul endroit où on apprend dans l'entrepreneuriat? On ne pourrait pas imaginer je sais pas, des écoles d'entrepreneuriat ou des choses du genre, ou du coaching, parce que ça se fait aussi beaucoup pour le coup dans l'entrepreneuriat. Il faut, je pense, être accompagné très tôt, quand on commence, pendant et même après. Et souvent, on oublie qu'un entrepreneur qui a vendu sa société a besoin encore d'être accompagné parce qu'il va découvrir des nouveaux mondes sur lesquels il va aussi être assez seul. Donc, et c'est d'ailleurs là-dessus sur lequel nous, on travaille beaucoup et on s'appuie L'investissement. beaucoup. Oui, et c'est aussi d'accompagner. C'est toujours un peu surprenant, mais enfin, celui qui a vendu sa société, il a besoin d'être aidé. Il a besoin d'être aidé parce que d'abord, il va avoir une sorte de décélération. Le jour au lendemain, il va se retrouver chez lui. Voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il va se retrouver souvent avec une somme d'argent dans laquelle il n'est absolument pas préparé, ni en termes de compétences, ni en termes souvent psychologiques, pour s'en occuper. Il va être très sollicité dans le monde de l'investissement, alors qu'à nouveau, il n'est absolument pas préparé que c'est un vrai métier. Donc, à ce niveau-là, l'entrepreneur post a besoin d'être accompagné, exactement comme l'entrepreneur pendant a besoin d'être accompagné, et également en amont. Donc, effectivement, oui, vous avez raison. Ça ne s'apprend pas parce que c'est quelque chose de terrain. On peut se former, mais surtout, on peut être accompagné, on doit être accompagné. Ouais. Est-ce que tout le monde peut entreprendre aujourd'hui? Et j'irai même plus loin, est-ce que tout le monde peut entreprendre comme on l'a fait à l'époque? Il y a souvent cette figure de Bernard Tapie qui revient sur la table comme une espèce de requin, on va dire, de l'entrepreneuriat et qui a été qui est une icône pour beaucoup de Français dans ce domaine-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les barrières à l'entrée sont les mêmes pour tout le monde? Et donc, du coup, est-ce que tout le monde peut entreprendre finalement en France? Oui, alors moi, de ce que j'ai vu et compris de Bernard Tapie, c'est qu'il avait la spécificité d'être à la fois un entrepreneur positionné sur la reprise de sociétés en difficulté, chose que beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont fait et continuent à faire. Hein. C'est un positionnement à part entière, un positionnement important de l'économie, c'est-à-dire cette capacité à aller récupérer des sociétés en RJ, etc. Redémarrer une activité. Redémarrer des sociétés. Dans notre écosystème, d'ailleurs, on a un certain nombre de personnes qui font ça. La spécificité de Bernard Tapie, c'est d'avoir été à la fois un acteur économique, mais également un homme politique. Donc ça, c'est sa spécificité. Et le fait qu'il ait été un homme politique a donné une médiatisation assez forte au personnage. Mais c'est juste cette spécificité. La partie de l'homme dans son versant économique, c'est très traditionnel. Après son succès, je ne suis pas du tout à même de le juger d'ailleurs. Mais il y en a plein d'autres. Et pour répondre à la question, il y en a eu plein d'autres, et il y en a plein d'autres aujourd'hui, il y en aura plein d'autres demain. Ouais. Si jamais il devait y en avoir qu'un seul, quel conseil vous donneriez à un jeune entrepreneur qui nous regarde peut-être et voudrait se lancer? Quelle est selon vous la chose qu'il doit entendre et qu'il doit retenir? Oui, donc là vous recherchez la phrase clé, les idées clés exactement, comme vous disiez tout à l'heure. Je cherche C'est très difficile de concentrer Oui, c'est très difficile Mais évidemment. de concentrer ça sur une phrase, un mot, un conseil qui permettrait de répondre tout de suite et de résoudre les éléments. Donc, je vais répondre. Hein. Je vais répondre, mais je pense que c'est pas que c'est un peu dangereux, mais c'est que c'est presque impossible de répondre à cette question. Mais enfin, je leur conseillerais de faire preuve de discernement et d'être pragmatique. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, les personnes cherchent des chemins finalement assez compliqués. Partant du principe que parce qu'on aura gravi des montagnes, on sera descendu dans des ravins, etc., on pourrait mériter son succès. C'est presque un peu judéo-chrétien d'ailleurs, hein, comme approche. Alors moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est surtout d'éviter de trouver les chemins les plus rapides, les plus faciles, et faire preuve d'une certaine paresse, finalement. De dire, bah voilà, si je peux, au lieu de gravir... Parce que finalement, vous allez avoir, à l'amorçage d'entrepreneuriat, un choix de chemin à faire, et finalement,
L'enjeu, ça va être de refermer très vite des chemins. Ça va être d'être très efficace en disant là, ce chemin-là n'est pas bon, il faut que j'arrête, je fais demi-tour, etc. Donc on retrouve toujours cette idée du chemin, de la marche, de la colline, etc. Donc il va falloir toujours prendre le chemin le plus simple et surtout le plus rapide. Et donc pas perdre son temps, revenir et savoir fermer en fait des directions. C'est là finalement ce principe du pivot, ce principe qui consiste à dire en fait, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas le bon modèle d'affaires. Je l'arrête tout de suite. Il faut savoir arrêter les choses. Donc si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment de trouver des solutions simples, de mettre en place des offres simples et surtout d'aller vite et de ne pas hésiter à arrêter très rapidement des chemins qui sont pas les bons. C'est une très bonne remarque, c'est d'ailleurs un très bon conseil, parce que j'ai lu un article très récemment qui parlait du manager le meilleur manager moderne serait un paresseux créatif, en expliquant que aujourd'hui une très grosse partie des travaux opérationnels étaient faits par des machines ou des logiciels, voire quand c'est pas le cas par des freelances ou de la sous-traitance. Dans ce cas-là, est-ce que ça rejoint un peu ce que vous dites sur le fait que une certaine forme de conception de la paresse permet en fait de faciliter des choix et d'aller plus rapidement à l'évidence? Oui, sans doute, d'une certaine manière, oui. Oui. Alors, faut pas se tromper sur ce qu'on entend par le mot paresse, mais souvent, d'ailleurs, je parle aussi, il y a l'éloge de l'inaction. Je trouve que, bon voilà, je rentrerai pas dans le débat, mais oui, il y a mesurer ses forces et surtout mesurer son labeur, mais c'est-à-dire le mettre au bon endroit. De dépenser son énergie au bon endroit, c'est une forme d'optimisation de son temps et de son effort. C'est pas de la paresse, c'est juste du bon sens et du pragmatisme. Aujourd'hui, il y a un sujet qui revient souvent sur la table, et que même nous, sur le Crayon Business, on a beaucoup abordé, qui est le sujet de la levée de fonds, qui est aujourd'hui devenu un coup de projecteur énorme sur les projets, en même temps quelque chose parfois de critiqué parce que du coup parfois utilisé trop tôt, et en même temps qui semble un peu essentiel pour beaucoup de nouveaux projets pour passer à l'échelle. Comment vous positionnez par rapport à ce débat, sans dire que votre position doit être tranchée ou qu'elle doit être définitive, mais comment on est censé raisonner autour de ces levées de fonds? Alors c'est vraiment une excellente question, parce que c'est effectivement une question tout à fait d'actualité, enfin depuis un bon moment, et c'est un point vraiment important, parce que je pense que là-dessus, c'est assez dangereux, et assez ennuyeux. Je pense que la levée de fonds ne doit absolument pas être la matérialisation d'un succès, tant qu'il n'est pas là, en fait. Et cette course à cette levée de fonds, qui est liée à pas mal de facteurs, notamment aux liquidités, est effectivement très dangereuse, parce qu'elle va entraîner plusieurs biais qui vont être très négatifs pour celui qui entreprend, très négatifs pour celui qui investit, très négatifs pour tout le monde. Le premier biais, c'est que vous allez forcément ça va pousser des valorisations, puisque la capacité de dilution de celui qui lève, ça va être en général de 30%. Donc s'il a besoin de 500 000 euros, il vaudra 1 500 000 euros et 2 millions d'euros post-monnaie. Voilà. S'il cherche 1 million d'euros, bah, il vaudra 3 millions et 4 millions d'euros post-monnaie, puisqu'il voudra toujours avoir 30%. Donc ça fait une course à la valorisation. Et cette course-là, bien entendu, comme le business plan sera en général pas réalisé, ou du moins pas exactement réalisé, 1, 2, 3 ans après, la société ne vaut pas du tout le montant projeté. Donc là, forcément, il y a des déconvenus. Et forcément, il y a des grincements de dents. Parce que là, vous allez avoir des personnes qui vont dire, ouais, mais enfin bon, tu vaux surtout pas 4 millions d'euros, tu vaux 300 000 euros. Quoi. Bon. Seconde chose, c'est que c'est encore plus mauvais parce que c'est assez profond. Ça ne pousse pas finalement à l'économie. Je trouve que être économe, ça pousse à l'efficience. Et ça pousse d'ailleurs à fermer les chemins dont on parlait tout à l'heure. De dire, bah, justement, j'ai pas beaucoup d'argent, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce chemin, mais il va falloir vite que je vérifie si c'est le bon chemin. Parce que comme je n'ai pas beaucoup d'argent, je vais pas y rester pendant des heures. Là, vous avez des moyens. Voilà, je peux rester pendant des semaines sur mon chemin tranquillement à marcher parce que je suis nourri, etc. Ainsi de suite. Même si c'est une erreur. Même si c'est une erreur. Donc ça ne pousse pas à l'économie. Les équipes
Du coup, ils disent, bah, comme on est riche, bah, on se paye plus, etc., ainsi de suite. Donc, ça ne pousse pas l'économie, ça ne pousse pas l'efficience. Ça, c'est un deuxième point qui, pour moi, est totalement contradictoire à ce que devrait être la démarche. C'est justement au contraire, c'est d'être une démarche très efficiente. Et puis, la troisième chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui, et permettez-moi à ce moment-là une petite parenthèse juridique, c'est que, bien évidemment, les investisseurs alors, un peu plus institutionnalisés ont bien vu les faits. Et il y a une chose aujourd'hui qui existe dans les pactes et dans les statuts des sociétés, c'est la notion d'action de préférence. Je vous explique et j'espère le plus simplement possible. Donc, vous avez un entrepreneur qui arrive et qui dit, voilà, ma société, elle vaut 100 millions d'euros. Ah, c'est exceptionnel, etc. Et bien sûr, mais alors, très bien. Alors donc, là, vous répondez, oui, bah, très bien, c'est formidable. C'est formidable, 100 millions d'euros. Montre-moi ton business plan. Ah bah ouais, c'est super. Donc, du coup, c'est génial. Donc, dans 5 ans, l'argent que je vais mettre aura un rendement interne, un TRI de 25 ou 30% ou 40%. C'est extraordinaire. C'est toi qui me le dis, hein. C'est pas moi. Hein. Alors, comme tu en es totalement sûr, ce que je vais te dire, c'est comme tu me proposes ce rendement annuel, bah, tu peux au moins me garantir un quart. Donc, ce que je demande juste, hein, c'est que tu me donnes un rendement minimum garanti de 10% par an. T'es d'accord? Oui, puisque c'est... Bah, oui. Donc, vous mettez en place des actions de préférence, et ces actions de préférence vont vous garantir un rendement annuel. Et qu'est-ce qui se passe? Je l'ai encore vu le mois dernier, c'est que la société, 3-4 ans après, si elle n'est pas tombée, elle va peut-être se vendre peut-être le tiers ou la moitié du prix de la valeur voilà, et vous arrivez en tant qu'investisseur, vous dites, bah, moi, je veux mon rendement de 10%. Voilà. Donc, en fait, les actions de préférence décorrèlent totalement la notion de valorisation. C'est-à-dire que la valorisation n'a plus aucun intérêt. C'est simplement de se garantir que l'argent que vous mettrez aura au moins un rendement minimal et surtout vous permettra de pouvoir capter les choses. Donc en fait, quel que soit le pourcentage que vous ayez, quelle que soit la valeur, vous garantissez une performance. Et ça aujourd'hui, tout le monde le met. Et c'est un troisième effet qui fait que vous vous retrouvez avec des entrepreneurs qui finalement rentrent dans leur propre piège finalement. Parce que, outre les 2 premiers que j'ai cités, le troisième, eh ben, finalement, la société est vendue en l'espèce. La société avait été valorisée, je crois de mémoire, 4 millions d'euros ou 5 millions d'euros. Elle a été vendue 1 500 000 euros. Les investisseurs ont récupéré la totalité et l'entrepreneur a gagné quelques centaines d'euros. Et c'est pas mal parce que finalement, l'entrepreneur, dans l'espèce, il avait été rémunéré, il avait eu un job, il avait promis un chemin, il n'a pas réussi. Les investisseurs n'ont pas tout récupéré, mais ont récupéré une grosse partie. Donc voilà, c'est pas les sales capitalistes, ça, non, c'est que, voilà, ce que je trouve dommage, c'est que si le montage avait été différent, si les valorisations étaient différentes, etc., probablement que la même personne serait, au lieu d'arriver 3 ans, 11 ans, j'ai gagné 4 millions, ma société vaut tant, elle aurait été 3 ou 4 fois inférieure, mais finalement, je pense que l'histoire aurait été différente pour lui. Et je trouve que c'est un vrai sujet aussi parce que ça crée aussi, peu de gens le savent dans l'entrepreneuriat, mais parfois certains fondateurs qui deviennent en fait salariés, parfois prisonniers de leur propre entreprise aussi. Oui, tout à fait. Fonds d'investissement. Mais c'est pour ça qu'il y a tout un travail d'éducation qu'il faut avoir. C'est pas forcément très long sur toutes ces notions que je viens d'évoquer auprès de vous. Je pense c'est là où il faut être accompagné. Je pense que la notion de levée de fonds à tout crin n'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut vraiment être calme, pragmatique, regarder ses besoins au jour le jour, et donc faire preuve de calme par rapport à tout ça. Donc c'est important de discuter avec des personnes qui ont de l'expérience. Ouais. Oui, et puis c'est très important que vous le dites aussi, parce que c'est le but de cette chaîne aussi, de pouvoir s'adresser aux entrepreneurs, aux freelances, à ceux qui sont dans ces écosystèmes et que eux, parfois, sont même assez novices malgré leur succès dans ces écosystèmes. Oui, bien sûr. Ouais. Les dernières questions de cet entretien, qui sont les questions qu'on pose dans toutes les interviews du client, toutes les branches confondues, c'est quelle personne vous aimeriez voir dans ce type d'interview sur le client business? Quel type de personne? Quelle personne en particulier? Quelle personne qu'on n'entend peut-être pas assez dans les médias ou qui a beaucoup de choses à apprendre des entrepreneurs? Oui, écoutez, tout le monde religieux en tout cas, ça me semble très important parce que vous avez bien entendu une profondeur et des personnes qui vous permettent probablement de vous aider et de vous accompagner justement dans ce discernement dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Quelle phrase, citation, punchline, pensée vous accompagne au quotidien, de vous ou de quelqu'un d'autre d'ailleurs?
Bon, je sais pas, moi, je veux pas être hyper innovant, mais je dirais la vie est belle, hein. C'est ça, faut croquer la vie, quoi, ou les cœurs. Très bien. Merci beaucoup Gabriel Gélard. C'était un vrai plaisir d'avoir parlé avec vous et puis je pense que ça intéressera beaucoup les gens qui nous suivent. Où est-ce qu'on peut retrouver peut-être vos travaux, vos articles, vos pensées, peut-être quelque part Voilà, ça, les pensées, vous savez, moi, je suis pas encore Socrate, hein. Non, je pense que dans ce cas-là, il faut faire un petit tour sur le site Les Entrepreneurs Réunis et sur le site de Pléiade Investissement et Pléiade Venture, dont on retrouve l'aspect investissement et surtout l'aspect pour les entrepreneurs réunis, l'aspect d'accompagnement. Très bien. Merci infiniment. J'espère que cette interview vous aura plu. J'espère que ça vous aura appris beaucoup de choses. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important pour le référencement. On se retrouve très bientôt sur Option Business. C'était Valorant. Ciao.